sommes le jeudi 14 septembre 2023. Ici Danick Julien et votre bulletin d'information régionale Info CJSR. Cette semaine, nous recevons Jean-Claude Léveillé, maire de Donnacona, pour parler de plusieurs projets comme les travaux sur le site de l'ancienne papetière. Nous recevons également le maire de Sainte-Catherine, Pierre Dolbec, et il sera question notamment des travaux sur le pont de la route 367. Charles Laviolette nous propose un reportage avec le courtier immobilier Donald Denis. Et finalement, le cinéaste de Saint-Casimir, Léo Denis Carpentier, sera des nôtres pour parler de son film « On mérite mieux que ça ». Bonne émission! Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. La semaine dernière, la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf annonçait un programme particulier pour encourager les entreprises d'ici à faire plus de gestes soucieux de l'environnement. La formule trouvée par la Régie verte est d'instaurer 3 niveaux de certification afin de réduire l'empreinte écologique des activités des entreprises. Dans ces 3 niveaux, on retrouve l'engagé, le performant et l'ambassadeur. Le principe est simple, plus une entreprise pose de gestes, plus sa certification est élevée. Par exemple, un geste qui est recommandé par la Régie, c'est l'implantation de systèmes de récolte du compostage dans une entreprise. L'organisme offre des conseils gratuits aux entrepreneurs intéressés pour obtenir leur certification. On entend dès maintenant Isabelle Courtois qui explique le programme. Dans le fond, la certification, elle est bonne 2 ans. Donc, l'entreprise qui réussit à obtenir la certification l'engagé, on va lui remettre toutes sortes d'articles, certificats, dans le fond, des macarons de porte pour les portes de commerce, là, pour aviser la clientèle, dans le fond. On va tenir aussi à jour une liste là, sur notre site web là, des entreprises qui sont certifiées. Et toujours sur une base volontaire, si l'entreprise, après 2 ans de certification, souhaite améliorer encore plus ses pratiques, bien là, on peut lui offrir le niveau 2, ensuite le niveau 3. Ce que je pense que ça va apporter à une entreprise, c'est beaucoup de l'esprit d'équipe, la fierté aussi de travailler pour une entreprise dont les valeurs entrepreneuriales sont vraiment axées sur la protection de l'environnement. Va apporter aussi beaucoup de visibilité. Hein? La clientèle est de plus en plus sélective dans les commerces ou les restaurants, par exemple, qu'ils vont fréquenter. Pour Bernard Gaudreau, le préfet de la MRC, mais aussi président de la Régie, il pense que la certification de la Régie va permettre aux entreprises d'améliorer leur gestion des matières résiduelles. Le voici à ce sujet. Du programme certifié Régie. Alors, c'est sur une base volontaire, le programme. Isabelle pourra vous l'expliquer davantage dans quelques minutes, au terme duquel on souhaite que les entreprises s'approprient les différentes actions et leurs employés pour faire en sorte que leur entreprise puisse bénéficier ultimement, gravir les différents niveaux pour devenir à niveau 3 au niveau d'ambassadeur. Et essentiellement, c'est des mesures qu'ils peuvent mettre en place, qui sont faciles, efficaces et qui vont permettre d'améliorer en fait
leur gestion des matières résiduelles et qui va faire en sorte de, en fait, trier mieux et jeter moins. Et la Régie verte, dans cette belle aventure que nous avons décidé d'officialiser cette année, a des ressources formidables. Isabelle, qui est avec Christine également, qui sont nos actrices terrain, qui font en sorte d'obtenir et d'offrir des appuis gratuitement au niveau des entreprises et organismes qui souhaitent y participer. Maintenant, nous nous déplaçons à Donnacona, car ce ne sont pas les projets qui manquent dans cette ville. Pour en parler, nous avons le maire de Donnacona, M. Jean-Claude Léveillé, ce soir avec nous. Bonsoir, M. Julien. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir, M. Léveillé. Grand plaisir. Monsieur Léveillé, comme je l'ai dit dans la prémisse, quand on parle de projet, on peut penser à Donnacona parce qu'il y en a plusieurs. Annonces récentes comme la future caserne de pompiers qui va être construite, la réhabilitation de l'ancien site de la Papetière. Aussi, il y a plusieurs dossiers un peu plus anciens. On peut penser à la revitalisation du vieux Donnacona, mais aussi à l'implantation de Microsoft. Tous ces développements à Donnacona, comment est-ce que vous expliquez ça? Bien, Donnacona, c'est une ville qui est très dynamique. Elle est en grand essor présentement. La population grandit de plus en plus. Alors, les besoins sont là aussi. Oui. Et les services doivent suivre également. Ça fait que c'est pour ça qu'on parlait de la caserne, c'est un besoin qui doit suivre également. Oui, c'est ça, parce que comme vous l'avez dit, vous êtes en expansion, il y a beaucoup d'essor et justement, on veut être capable de servir la population avec cette caserne-là. J'imagine que la population aperçoit toutes ces nouvelles-là de manière positive. Absolument. Surtout lorsqu'on arrive dans des services, de même lorsqu'une ville offre des services, il faut être à la hauteur des demandes de nos citoyens. Alors ça fait partie de notre développement, de nos futurs projets qui arrivent présentement. Et M. Léveillé, on a commencé avec la caserne de pompiers. C'est l'annonce la plus récente là, dans toutes les annonces que j'ai énumérées en début d'entrevue. Et je veux qu'on entre un peu plus en profondeur là-dedans. Je sais que votre nouvelle caserne est dans le même endroit que l'ancienne, qui a, j'imagine, elle doit être de moins en moins présente, là, de plus en plus démolie, cette caserne-là. Disons qu'il ne reste plus grand-chose là, présentement que j'ai passé ce matin. C'est pratiquement juste de la terre qui reste. Mais comme vous avez bien dit, oui, elle est à la même place. Oui. La prochaine va être construite exactement à la même place également. On a fait une recherche. Puis, ils sont aperçus qu'au début, on voulait la mettre dans le parc industriel, mais suite à cette recherche-là, ils ont dit la meilleure place était où qu'elle est présentement. Elle est vraiment centrale présentement, puis elle va être encore centrale lorsqu'il va y avoir des développements autour aussi. C'est la raison pourquoi on a décidé vraiment de le remettre exactement à la même place. Et là, c'est une caserne au goût du jour, au goût de 2023, avec tous les équipements pour nettoyer justement les pompiers, les camions, mais aussi, je pense que votre flotte va augmenter d'un camion supplémentaire là, avec cette prochaine caserne-là. Exactement. C'est une caserne qui va avoir 5 portes. Auparavant, on avait 4 camions, mais seulement 3 portes. Et c'était difficile de circuler à l'intérieur, justement, pour nos pompiers. J'aimerais de bien travailler. Maintenant, avec la future caserne, il va y avoir 5 portes, beaucoup plus de place. Mais présentement, on n'a pas mis nos pompiers au chômage là, pour la prochaine année. Ils sont relocalisés aux travaux publics pour les prochains 12 à 14 mois environ maximum. Et parlons-en de vos pompiers, parce que dans la conférence de presse, il y a 2 semaines environ, il en était question et on expliquait qu'ils étaient extrêmement impliqués là, dans tout ce dossier-là, là, les pompiers. Exactement. Lorsqu'on a fait le projet, les plans et les futurs plans également, c'est pas seulement que la direction, l'administration s'est occupée de ça. On a vraiment, il y avait vraiment un regroupement de pompiers qui étaient là pour les besoins de tous les niveaux des pompiers, du simple pompier, du lieutenant, du capitaine au commandant. Il expliquait vraiment les besoins de ce qui était pour notre future caserne. Alors, ça va être vraiment adéquat et vraiment au goût du jour, comme vous avez dit tantôt. Et là, je veux qu'on poursuive avec les autres dossiers parce que d'autres dossiers qui... c'est vers l'avenir là, qu'on se projette quand on parle de l'ancien terrain de la Papetière de Donnacona. Je veux sortir les chiffres parce que c'est assez impressionnant, M. Léveillé. Ça mérite d'être commenté. On parle de près de 3 millions de pieds carrés qui seront réhabilités dans les prochaines années, entre 5 à 10 ans.
3 millions de pieds carrés, pour ceux et celles à la maison qui nous écoutent, ils ne savent pas ça ressemble à quoi. C'est à peu près 39 terrains de football, là. Donc, c'est un gros terrain d'envergure. Qu'est-ce qui va se passer là, dans ce terrain-là? Bien, c'est sûr, pour la première étape, à partir des prochaines semaines, là, il va y avoir des roulottes de chantier qui vont être installés. Ils vont refaire la clôture pour vraiment sécuriser le site. On parle aussi qu'ils vont faire le ménage. C'est sûr que c'est ramassé des vidanges avec les années et autres, là, des déchets. Alors, ça va être nettoyé. Il va y avoir les petits arbustes et la fardoche, comme on dit souvent, qui va être enlevée sur le terrain. Puis également, il y a une entente avec AIM qu'eux, ils vont garder un passage pour pouvoir permettre aux usagers ou les citoyens, ceux qui veulent aller à la rivière, aller pêcher, bien ça va être, ce chemin-là, il va être sécurisé. Comme ça, ils vont pouvoir aller continuer à faire leurs activités. Ça, c'est pour la première partie là, de cet automne. Rendu au printemps, bien là, on va commencer à avoir la machinerie un petit peu plus lourde qui va commencer à s'installer. Et puis là, la décontamination du terrain va débuter. Et là, c'est ça, c'est 5 à 10 ans pour cette partie du travail-là. Et à terme, c'est donc des terrains commerciaux, résidentiels là, que Donnacona compte faire avec ça? Ou... Qu'est-ce que nous, oui, la Ville veut faire? C'est sûr qu'on voudrait aller vers commercial et résidentiel, mais c'est sûr qu'ils vont attendre lorsque la décontamination va être complétée, qu'est-ce qui peut vraiment se produire. Le promoteur lui-même va décider, mais c'est sûr présentement, on a une bonne entente avec eux pour vraiment... Okay. Vraiment, c'est la même ligne, même longueur d'onde des deux. Et avant de passer au prochain dossier, il y a une chose que vous avez dite tout à l'heure. On veut redonner la rivière aux citoyens. Ça fait partie d'un des grands objectifs là, de votre projet. Oui, le fleuve et la rivière, là, on veut que les citoyens s'en... C'est une des premières ententes qu'on avait avec le propriétaire du terrain, que la Ville restait propriétaire de la bande riveraine, environ une 50aine de pieds. Lorsqu'on parle de la bande riveraine, on parle du fleuve Saint-Laurent, comme vous avez mentionné, et la rivière Jacques-Cartier. On veut redonner l'accès au fleuve et à la rivière Jacques-Cartier à nos citoyens ou ceux qui vont seulement venir visiter. Et maintenant, un autre dossier qui, j'imagine, fait jaser beaucoup à Donnacona. Et quand ça a été annoncé il y a à peu près 2 ans maintenant, jour pour jour, c'était le 15 septembre 2021, la première annonce pour Microsoft. Oui. On est le 14, donc ça fait 2 ans. Ça, c'est un dossier qui avance encore, là, à Donnacona? C'est un dossier qui avance encore. On va vous parler tantôt de terrain de football, là, mettons la grandeur. Je vais vous donner un petit peu la grandeur du terrain que Microsoft a à sa possession. Bien, c'est l'équivalent d'environ 5 terrains de football de large par 3 de long. Fait que vous pouvez vous imaginer, c'est déjà quand même un très, très grand terrain. Présentement, Microsoft a entre les mains son permis pour débuter la construction. Ils attendaient la fin du mois d'août parce qu'il y a une règle fédérale qui dit qu'on ne peut pas couper des arbres pas avant la fin d'août pour la nestation. La nestation, c'est justement pour la reproduction des oiseaux, qu'elle soit vraiment complétée. Alors, ils attendent à la fin d'août pour commencer à couper des arbres sur le site. Alors, ça devrait débuter dans les prochaines semaines là, qu'on s'attend, qu'ils vont commencer à vraiment dégager le terrain. Donc, ce qui veut dire que c'est imminent. Là. On va voir ça très bientôt. On va voir ça très bientôt. Et je sais qu'il y a beaucoup de détails qui restent à confirmer pour ce sujet-là, mais pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison, on ne sait pas trop c'est quoi Microsoft, à quoi on peut s'attendre. Là. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est une compagnie informatique, c'est dans donc les nouvelles technologies, et le fait d'avoir ça à Donnacona, c'est quand même quelque chose de bien. Bien, c'est sûr, lorsqu'on parle de compagnies internationales vraiment connues je pense qu'il n'y en a pas plus que Microsoft, là, que tout le monde. Je pense que c'était vraiment un tour de force qu'on a réussi à attirer cette industrie-là chez nous. Puis on en est très fiers également. Monsieur Léveillé, il va y avoir en fin de semaine des événements à Donnacona. Un qui s'appelle VR pour pas cher. Qu'est-ce que c'est que ça, VR pour pas cher? VR pour pas cher, c'est un regroupement de VR qui ont pris contact avec nous si on pouvait les recevoir. Et puis, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Chaque VR qui va venir s'installer sur le terrain qu'ils ont localisé, l'organisatrice charge 50 $ par VR qui vont rentrer sur le terrain. Et puis, lorsque la personne va dépenser pour au moins 50 $ dans Donnacona même, bien, elle redonne le 50 $. OK. Alors, à la fin, lorsqu'ils vont partir dimanche, bien, ils vont venir nous voir et puis ils vont nous présenter les factures, puis ils vont dire on a dépensé pour tant d'argent à Donnacona.
Alors, moi, je trouve ça très ingénieux comme principe. Et puis, ils ont vraiment un horaire détaillé de tout ce qu'ils vont faire. Ils vont aller jouer au golf. Ils vont aller au simulateur de golf également qu'il y a à Futuro. Après ça, ils vont aller jouer au quai, justement. Ils vont profiter des 2 microbrasseries dans le secteur. Ils vont profiter des restaurants et ils vont aller jouer au mini-pot. En tout cas, le liste est très, très longue. Et puis, je crois que ça termine par une épluchette de blé d'Inde le dimanche, là, vraiment, là, qu'ils vont acheter naturellement local. OK, donc là, on va pouvoir voir plein de nouveaux visages à Donnacona. Est-ce qu'on sait à peu près les gens ils viennent de où au Québec? Je ne peux pas vous dire exactement, mais on s'attend, présentement, ils s'attendent environ 200 et 225 VR. Alors, un VR, c'est très rare, on va voir seulement qu'une personne dans un VR. Alors, au moins un couple. Au moins un couple. Alors, on s'attend à 400-500 personnes qui vont venir dépenser de l'argent pour une fin de semaine chez nous. Juste après l'expo en plus. Donc, il y a des gens à Donnacona. Ça circule. Et en terminant, c'était la semaine de la municipalité cette semaine. Est-ce que Donnacona a souligné l'événement? Oui, Donnacona souligne l'événement. On a commencé l'an passé à souligner l'événement. On fait ça quand même très simple, mais ça nous donne l'occasion de vraiment parler avec nos employés de la ville. Alors, la façon qu'on fait, dont on a fait ce midi, alors on a fait un barbecue pour tous les employés de la ville. Okay. Alors, on les a reçus au hot dog et frites et liqueurs ce midi. Alors, puis en même temps, ça nous donne l'occasion de jaser avec des départements, des fois qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer. Alors, c'était notre façon de signaler la semaine de la municipalité chez nous. Jean-Claude Léveillé, maire de Donnacona, merci d'avoir pris le temps d'être venu nous voir. Toujours un plaisir, M. Julien. Merci beaucoup. On poursuit dans le bulletin d'information. Je vous garde ici pendant quelques minutes encore. La ville de Saint-Raymond, maintenant, a honoré 2 pompiers ce lundi lors de la séance du Conseil avec 2 médailles pour les services distingués. Le premier pompier honoré, M. Jean Renaud, il a reçu cette médaille pour ses 30 ans de service exemplaire. Le certificat a été signé par la gouverneure générale du Canada. Sylvain Véraud a également reçu cette médaille pour 40 ans de service. Le maire de Saint-Raymond, M. Claude Duplein, en a profité pour remercier ses pompiers qui ont consacré beaucoup de temps pour la sécurité des Raymondois. On l'entend maintenant. Un petit mot pour vous remercier de vos années de service. 40 ans et 30 ans, c'est quand même beaucoup. Ça valait la peine de signaler. Mais par le fait même, là, merci à tous les pompiers du service que vous rendez à la ville de Saint-Raymond. Parfois même dans des situations dangereuses, mais sachez qu'on sait l'apprécier et on vous remercie beaucoup au nom de la population. Merci. Le conseiller municipal, M. Renaud, chargé des relations entre la ville et les pompiers, a également pris la parole pour souligner la compétence de toute l'équipe du service incendie de Saint-Raymond. La ville de Saint-Raymond procède aussi à une restructuration bien importante dans la ville. Il faut dire que depuis plus d'1 an, Saint-Raymond travaille sur un plan long terme qui se tient sur 10 ans pour son futur. Cette restructuration permet à certains employés d'avoir une promotion, comme tous les changements ont été effectués à l'interne. Le maire Claude Duplein se réjouit d'ailleurs de voir les employés de Saint-Raymond qui ont la ville tatouée sur le cœur. On l'entend dès maintenant concernant les raisons qui justifient cette restructuration. Nous nous sommes rendus compte que nous pouvions combler tous les nouveaux postes à partir de l'intérieur, de prendre des gens et de leur donner la chance d'avoir une promotion et de se distinguer au sein de la ville de Saint-Raymond. Et ça, on en est très fiers d'avoir pu combler la nouvelle structure à partir des gens de Saint-Raymond. Donc, ce sont ces nominations que nous allons faire aujourd'hui. Chantal Plamondon, la nouvelle directrice générale de la ville de Saint-Raymond, a pris la parole concernant sa promotion, car celle-ci est maintenant la directrice générale de Saint-Raymond. On l'entend dès maintenant. Permettez, je tiens évidemment à remercier le conseil municipal pour cette grande marque de confiance. Ça va faire presque 25 ans que je travaille à la ville et comme vous l'avez dit, j'ai Saint-Raymond, vous le savez, tatoué sur le cœur. Donc, depuis presque 25 ans, j'ai gravi tous les échelons possibles. Donc, le poste de directeur général, c'est comme un peu le défi final de mon cheminement professionnel. J'ai commencé en 1999 à la ville à titre de secrétaire
Et aujourd'hui, je suis nommée directrice générale, donc c'est une grande fierté pour moi. Merci. Dans les autres efforts de restructuration, la ville de Saint-Raymond a dû combler le poste de greffière de la ville en raison de la promotion octroyée à Mme Plamondon. C'est donc Mme Vicky Moras qui devient greffière de Saint-Raymond. Celle-ci est l'employée de la ville de Saint-Raymond depuis 1999 et coordonnatrice greffière adjointe depuis 2008. La ville a également aboli le poste de directrice du service d'urbanisme qui était occupé par Célia Solina. Mme Solina devient donc l'urbaniste de la ville de Saint-Raymond et conservera la majorité de ses fonctions. Sabrina Trudel devient quant à elle conseillère à la direction générale. Elle était inspectrice en bâtiment en 2009, ainsi qu'employée du service d'urbanisme depuis 2014. François Cloutier, contremaître aux bâtiments et aux infrastructures, devient conseiller senior à la gestion des actifs à la CSST et aux autres projets. Madame Caroline Hamel devient assistante trésorière et adjointe à la direction générale et aux ressources humaines. Il s'agit donc d'un nouveau poste créé par la ville de Saint-Raymond. Selon le maire, cette restructuration n'aura pas d'impact au niveau de la masse salariale des employés. Voici maintenant d'autres nouvelles en vrac concernant le dernier conseil de ville de Saint-Raymond. La directrice générale de la Maison Plamondon quitte son poste après 5 ans d'engagement dans la communauté culturelle. Donc, le conseiller Claude Renaud a pris la parole à ce sujet. Nous annonçons le départ de Véronique Bertrand, directrice générale et artistique de la Maison Plamondon. Merci Véronique pour le partage de ta passion pour la culture et le patrimoine. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite. Merci. Et finalement, de nouvelles bornes de recharge électrique feront leur apparition à Saint-Raymond dans les prochaines semaines. On entend le conseiller Fernand Lirette. Ceux qui sont passés sur Saint-Cyril, on a fait l'installation de trois bases en ciment à côté du restaurant Subway. Disons que ces 3 bases-là vont servir pour l'implantation de bornes de rechargement électrique. Disons que cet automne, on va en collecter 2, c'est-à-dire 2 sur la... C'est un poteau avec deux connexions finalement. Là, cette année, on en collecte 2. L'an prochain, à ce moment-là, il nous reste encore 2 autres poteaux. On va pouvoir en venir avec 6 connexions. Au retour de la pause, on parle avec M. Pierre Delbecq, maire de Sainte-Catherine. Restez des nôtres. Bonjour, ici Michel Beausoleil. Il me fait plaisir. Ensemble, donc on peut faire une belle discussion là, à ce sujet-là. Une entrevue de 30 minutes avec des gens qui se sont surpassés à travers différentes épreuves qui semblaient insurmontables. Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui souhaiteraient témoigner de leur histoire. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un aussi que vous connaissez. N'hésitez pas, appelez-nous 88 337 49 25. À bientôt. À partir de lundi prochain, le 18 septembre, le ministère des Transports va travailler sur le pont traversant la rivière Jacques-Cartier sur la route 367 à Sainte-Catherine. Le projet, qui se veut ambitieux avec une valeur de 9,3 millions de dollars, va servir à 2 choses bien précises. Premièrement, il va y avoir la réfection du tablier du pont et deuxièmement, la Ville va reconstruire les conduites des services municipaux sous le pont. Effectivement, il va y avoir des entraves sur le pont pendant les travaux avec une vitesse de circulation qui sera réduite à 30 km/h. Par moment, des signaleurs seront sur place. En général, une voie de 3,3 mètres sera maintenue dans chaque direction le jour et ce du lundi au vendredi. À l'occasion, la circulation sera alternée le soir, la nuit et la fin de semaine. Il y aura toutefois une fermeture complète de la route le soir et la nuit parfois. Il faudra alors emprunter un chemin de détour via Shannon. Pour parler de ceci, mais aussi des développements dans Sainte-Catherine, nous avons avec nous ce soir le maire de Sainte-Catherine, M. Pierre Delbecq.
Bonsoir. Monsieur Delbecq, merci d'avoir accepté l'invitation de CJSR. Comme vous m'avez entendu parler, on a parlé des travaux sur la route 367. Ça va faire quand même un bon défi à la circulation là, à Sainte-Catherine. Ça va être beaucoup de joie à venir. On commence par le dessous du pont lundi. Okay. C'est 8 semaines consécutives. Il y a 2 fermetures de nuit. Ça, cette section-là, ça ne devrait pas être si pire parce qu'ils travaillent complètement en dessous du pont. Donc, ça devrait avoir un impact quand même plus léger sur le pont que l'été prochain. L'été prochain, ça va être quelque chose. C'est des fermetures plus régulièrement la nuit. On va, naturellement, le pont va être rétréci un peu le jour. Par contre, on nous a dit qu'on roulerait quand même sur 2 voies le jour. OK. On a une bonne coopération avec le constructeur parce qu'on l'a rencontré 2-3 fois. On a fait des ententes avec eux autres pour faire les aménagements des chaque barres. Normandie en fait chez eux, nous autres, on en fait chez nous, pour minimiser toute la circulation de leurs camions, des transferts de matériaux puis tout ça. Si on n'avait pas fait ça, naturellement, là, ça aurait été une catastrophe pour la circulation. Je m'attends, oui, que ça soit quand même assez costaud, ouais. Mais il faut comprendre que nous autres, depuis au moins, je vous dirais, 2 ans avant la pandémie, le trafic, on est habitué avec. Oui, hein? À partir de là, je pense qu'on va s'adapter d'une façon assez facile. Puis le meilleur truc dans des projets majeurs de même, parce que c'est un gros projet, c'est un bon niveau de communication. Avec le constructeur, ça va bien. Avec le MTQ, c'est un peu en dents de scie des fois, là, mais ça va être mon dossier à moi de m'assurer que la communication fonctionne excessivement bien. Mais les contacts sont bien établis, les liens sont bien établis. Puis, je vois ça de bon augure. Il faut faire attention de la manière que c'est présenté parce qu'il y a eu un document qui a circulé il y a à peu près 3 semaines qui n'aurait jamais dû circuler. Okay. Quand vous ne le faites pas présenter par des gens techniques, ça fait peur. Quand vous faites présenter ça adéquatement, ça descend la pression dangereusement. Moi, c'est sûr que ça va avoir un effet, là, mais je m'attends quand même que ça se roule assez bien. Là. Oui, puis il y a eu des travaux aussi là, cet été à Sainte-Catherine. Là, on l'a vu dans d'autres secteurs. Justement, la communication, c'était une autre chose. Là, dans vos conseils de ville, un d'entre eux, là, justement, vous aviez parlé au MTQ avec une lettre là, à ce propos-là. On s'en rappelle, c'est arrivé cet été. Donc, comme vous l'avez dit, Sainte-Catherine est habituée là, de vivre des situations comme ça. Bien, depuis des années, là, on a eu l'entrée d'agglomération qui a été un méchant gros projet. Nous, la route de Jacques-Cartier qui a été un gros projet. Les lumières, ça a quand même été assez rock'n'roll. C'était supposé être fait sur 6 mois, on en a eu sur 2 ans. C'est celui-là, d'ailleurs, que j'ai intervenu parce que les personnes qui faisaient les travaux sur la route ne respectaient absolument pas les horaires. Fait que quand on se ramassait avec le travail, la compagnie de construction qui tassait les équipements dans le milieu de la rue du Chêné, c'était fort le bord, on se ramassait avec un trafic bloqué à mort. J'ai parlé 2-3 fois avec le MTQ, mes gens. On parlait avec le MTQ, puis ça ne changeait rien. C'est là que j'ai fait une conférence de presse, puis j'ai pas manqué mon coup. Puis après ça, j'ai envoyé une lettre au MTQ, puis je disais que je pensais à eux autres. Mais c'est le seul moyen de travailler avec eux autres. C'est plate à dire, là. On dirait que tant qu'on ne met pas de pression, il n'y a pas moyen d'avoir un certain degré d'amélioration. Puis c'était pas normal que ce coin-là, du Chêné, Fossambeau, ça ait été aussi mal que ça, là. Il y avait quoi? 1,5 kilomètre d'un bord de route, 1,5 kilomètre de l'autre bord, puis arranger la croix, puis mettre des feux de circulation. C'est quand même pas la fin du monde. C'est pour ça que j'ai beaucoup de citoyens qui ont une certaine crainte, parce que ça, c'est arrivé, c'est la fin de l'année passée, puis le début de cette année. Oui. Puis même quand ils les ont mis en circulation, ça a trouvé le truc d'accrocher. Puis on a vu l'impact, parce que du moment là, que ça marche pas, c'est long comme liste d'attente. Mais quand les feux fonctionnent bien, c'est un charme. Moi, le premier, j'avais un certain doute, puis je vais avouer honnêtement, là, je ferme ma boîte parce que ça va très, très bien lorsque ça fonctionne. La fluidité du trafic est beaucoup plus élevée qu'anciennement. Parce que c'était un coin charnière chez nous. On a quand même votre circulation, vous autres, de Saint-Raymond qui vient là. Quand on arrive en bas de la côte, on a celle de Pont-Rouge qui arrive là. Puis on a Lac-Saint-Joseph, Lac-Sergent et compagnie. Ça fait pas mal de monde le matin. Oui, les Portnevois viennent faire beaucoup de congestion routière. Ils nous aiment, je pense. Ils viennent souvent chez nous. Oui, c'est vrai. Monsieur Delbecq, je veux qu'on aille dans des dossiers un peu plus positifs maintenant. Les développements à Sainte-Catherine. Oui. J'entends beaucoup parler là, du fameux Canadian Tire qui va arriver bientôt. Là. Avez-vous quelques développements à ce sujet-là? On n'a pas de développement pour les dates ou quoi que ce soit. Par contre, ce que j'ai bien aimé, puis ça faisait au moins 8 mois que je lui demandais, c'est qu'ils ont mis le pancarte dessus puis ils ont commencé le travail.
Parce que j'étais réellement tanné de voir sur les médias sociaux particulièrement de dire que c'était un pétard mouillé, puis c'était ci, puis c'était ça. C'est pas le cas du tout. Canadian Tire n'a jamais reculé sur le projet. Puis la seule chose qu'ils ont ralenti, comme bien d'autres commerces, c'est la pandémie. Puis après ça, il y a eu les taux d'intérêt, il y a eu les produits, les coûts de produits. Puis c'était un gros projet, là. Moi, je peux pas rien parler dessus parce qu'il faut qu'on garde le wow quand ça va faire, là. Mais c'est un méchant bâtiment qu'ils vont faire, là. Fait que ça va très, très bien. On est en contact avec la vice-présidente de l'ETS en ligne droite pour ça. Les relations vont excessivement bien, puis je reviens sur le mot. Les communications sont très bien établies. Mais ça va être... Puis on a déjà l'impact au niveau du commercial depuis que les travaux ont commencé sur le terrain, puis depuis qu'il y a eu une pancarte. Le téléphone sonne sur le bureau de Pascal, c'est épouvantable parce qu'on a quand même des terrains qui appartiennent à des privés au niveau commercial. Gaëtan, d'ailleurs, vient de vendre toute sa section à côté du poste de pompier en descendant vers le parc industriel. Donc, ça va encourager le développement. Carrément. On le voit l'impact déjà là. Il n'y a même pas un trou de fait, puis le téléphone, c'est un arrière de l'autre. Ça va très, très, très bien, franchement. Là. Puis c'est sûr que ça va attirer beaucoup de monde. Ça va attirer des clients, oui, mais ça va attirer d'autres commerces aussi. Puis moi, je suis content parce qu'il y a un proverbe qui dit « le monde attire le monde ». Ça va rien que faire mon affaire. Et parlons du développement de Sainte-Catherine. Je vois que vous avez apporté une liste, là. J'imagine qu'il y a des projets là, qui vont être intéressants. Bien, actuellement, il y a Parc et Bâtiments on déménage, on les sort du bureau de la voirie parce qu'on n'a plus d'espace. C'est un bâtiment de 5,8 millions qui est dans le parc industriel. On va centraliser là. Naturellement, les effectifs de Parc et Bâtiments vont être là. Toute la machinerie va être là. Mais en plus de ça, tout ce qui s'appelle l'entreposage qu'on a à la voirie, qu'on a au vieux bâtiment, on va tout centraliser ça dans des racks en hauteur. Donc, ça va nous permettre de gagner de l'espace. Ça va nous permettre aussi d'aménager une nouvelle cuisine dans la voirie parce que, comme je disais, il n'y a plus d'espace. Réaménager aussi les bureaux un peu. On a notre poste de pompier aussi qu'on a grandi. Oh. Ouais. Puis pourtant, on a quand même travaillé fort dessus dans les dernières années, mais on a une bonne croissance. On va friser le 10 000 dans pas grand temps. Là. Fait que automatiquement, il faut faire les choses. Canadian Tire, on vient d'en parler. On a PCN qui s'en vient dans le parc industriel. C'est officiel. Ceux qui font des choses alimentaires, comment on appelle ça? Ceux qui font de l'exercice, beaucoup prennent ça. Des protéines? C'est ça. OK. Après ça, on a la planification à commencer pour l'agrandissement de la mairie qu'on essaie de planifier pour à peu près 1 an, 1 an et demi. Parce qu'on a des problèmes de place là aussi. Oui, vous avez besoin de plus de bureaux, là. On commence, oui. Ouais. Ben, on a fait quand même des moves. Hein. On n'avait personne aux communications. C'est Vanessa qui est rendue là. Puis donc, c'est naturellement besoin d'un peu plus d'espace qu'avant. Après ça, on a une nouvelle personne à réception. Bref, là, on s'en va vers des choses plus centralisées. Okay. On a pris une décision d'ailleurs aujourd'hui. Les communications vont s'en aller des anciens services techniques parce que Martin, il pense qu'il devrait s'en aller, lui, à la voirie pour être proche de ses 3 directeurs. C'est très logique, je n'ai pas de problème. Là. Ça nous amène une espèce de rotation dans tous les aménagements de nos buildings municipaux. On a le cimetière des Irlandais, qu'on a la première phase qu'on va finir à la fin du printemps. On a tout nettoyé le cimetière au complet, c'est toute beauté. Puis les clôtures devraient être finies normalement. Tout ce qui s'appelle on refait les clôtures en fer forgé. Ça devrait être refait normalement d'ici à peu près 1 semaine et demie. Ça, ce cimetière-là, il est situé où? Là, il est à côté de l'église. OK, oui, c'est ce cimetière-là, ouais. D'accord. C'est un prénom, un nickname qu'ils ont donné, le cimetière des Irlandais. Dans le résidentiel, ça va quand même assez bien. On s'attendait à avoir un impact plus négatif que ce qui est arrivé. Parce que les taux d'intérêt sont là pour tout le monde. Ouais. Puis l'année passée, on a quand même eu une méchante saison, nous autres, avec Boisé-Ventura. Boisé. Puis, on se disait, on va probablement couper ça de 50 puis à date, on est seulement à 25 en bas de ce qu'on avait fait l'an passé. Okay. Pour nous autres, c'est quand même un méchant beau. Par contre, notre commercial a monté beaucoup, puis les constructions lourdes ont monté beaucoup. Ça devrait balancer. Mais niveau résidentiel, il reste encore de la place, là, à oui, CRD a fait sa phase 1, il est fini. Là, il est dans sa phase 2, il est à peu près à 50 Après ça, il y a la phase 3. Puis après ça, la phase 4, c'est McKinley qui va la faire. Mais là, ce qu'il faut faire, nous autres, c'est allonger la rue Sainte-Catherine pour aller connecter sur Jacques-Cartier. Là, ça, c'est un tour de force parce qu'on a 3 constructeurs.
C'est ça. Fait que c'est déjà pas toujours facile de s'entendre rien qu'avec un pour que ça marche. Fait que là, La communication. Oui, bien là, en tout cas, dans ce cas-là, il y a moi qui mets mon pied à terre une fois de temps en temps. On n'a pas le choix. Là. Mais la phase 1 va bien, la phase 2 va bien. Sauf qu'à la fin de la phase 2, il y a du multilogement. C'est là que ça accroche un peu parce que si on n'est pas capable de débloquer le multilogement, on n'est pas capable d'aller connecter avec McKinley. Si je ne connecte pas McKinley, je ne suis pas capable d'aller sur Jacques-Cartier. Puis tout ça, il faut faire ça au minimum dans 3 ans et demi, 4 ans, avant que l'école secondaire soit ouverte, parce que sinon, ça va être une catastrophe. Il faut en parler de l'école secondaire. La circulation, il va y avoir des autobus qui vont venir de Val-Belair et Shannon. Si je ne rouvre pas Jacques-Cartier pour s'en venir par l'intérieur, pour connecter directement, mais il va être obligé de faire tout Jacques-Cartier pour revenir sur le côté. C'était la chose originale, mais là, on a une chance de réussir à faire quelque chose de différent. Fait qu'on essaie de le faire le plus vite possible. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus actuellement. Dans les commerces, on a comment il s'appelle donc? Toute une compagnie de souliers qui s'en vient. On a GoJet qui s'en vient aussi. Puis dans la dernière année, on a 17 nouveaux commerces. 17 nouveaux commerces dans 1 an. Quand vous dites qu'il y a un développement... Non, c'est puis projet à venir, on a toujours notre préau. On l'a ralenti à cause qu'on est dans une zone inondable. Que le gouvernement a bloqué ça, mais il est dans le PTI, puis l'emprunt est fait tout. Ça va. Puis au printemps, pas au printemps, à l'automne, on fait une demande de subvention pour l'aréna. OK. Donc, l'aréna et le préau, là, les on va prendre les deux. OK. C'est 2 clientèles différentes, puis le préau, je veux m'en servir l'été beaucoup dans nos activités qu'on a. On a quand même le rodéo, puis on a un paquet d'activités. On aimerait ça voir si on ne pourrait pas partir en 15 jours aussi. Avec le préau, bien, ça va être correct pour quand il va pleuvoir. Là, j'ai le bâtiment avec des jardins, mais avec le préau, ça ferait une autre affaire. Puis il y a moyen de s'en servir aussi pour faire des activités. Il n'est pas question qu'on laisse aller le préau. Il y a beaucoup de gens qui aiment jouer au hockey dehors. Il y a beaucoup de gens qui adorent patiner dehors. En Europe, particulièrement dans la Calette Nord, ils font presque plus d'aréna. Ils travaillent rien qu'avec des préaux. Il y a des raisons pour ça. Tu sais, un aréna, je n'ai rien contre. Mais il y a le monoxyde, il y a tout ci, il y a tout ça dehors. Bien, tu es dans la nature, puis tu as de l'air frais. Puis nous autres, on va le faire d'une façon en plus de ça pour couvrir, parce qu'on a quand même le vent du terrain de soccer qui rentre puis qui vient assez fort. Fait qu'on, les plans qu'on a eus, ils vont le descendre un peu de même. De ça, quand le vent va arriver, on va glisser au-dessus tout simplement. Donc, il n'y aura pas de neige à l'intérieur. Fait que ça va être réellement un beau préau, franchement. Monsieur Delbecq, le temps file. On va vous réinviter, c'est certain, là, à l'émission Info CJSR. C'est sûr et certain que moi, j'aimerais qu'on développe encore plus sur l'école secondaire. Mais comme je vous ai dit, le temps file. On a d'autres invités ce soir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres pour parler des développements à Sainte-Catherine. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci à vous. Alors, nous, on poursuit dans votre émission Info CJSR et avec un reportage de Charles Laviolette qui concerne le marché immobilier en 2023 qui, comme vous l'avez remarqué avec M. Delbecq dans l'entrevue, les coûts de construction ont augmenté. Donc, Charles s'est entretenu avec un courtier bien actif au Québec, mais aussi dans Portneuf, Donald Denis. Voici son reportage. Je me présente, Donald Denis, courtier immobilier pour Via Capital Élite. Ça fait 16 ans que je suis courtier. Je travaille beaucoup dans les secteurs là, résidentiels, mais aussi les bords de l'eau, les terres à bois commerciales. Dans les 7 dernières années, chez Via Capital, j'ai été 6 fois numéro 1 en nombre de ventes, en nombre de transactions notariées au Québec. Au-dessus de 100 transactions, moi, que je vais faire là, pour cette année, 150 transactions. En fait, je demeure à Saint-Ubalde et c'est pour ça que je travaille beaucoup la région de Portneuf. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, en 2023, par rapport quand on regarde les propriétés qui se vendaient en 2010, 2015, les propriétés avaient une certaine valeur. Même à l'époque, on trouvait que les propriétés étaient chères à ce moment-là. Et c'est sûr que quand on est tombé en 2020, là, les débuts des années COVID, je vous donne un exemple. J'ai une propriété que j'ai affichée durant le COVID à 389 000. 4 jours après, on avait eu 27 visites, donc 14 promesses d'achat. La plus basse était à 400 000. On a vendu la propriété à 500 000. Alors, 111 000 de plus que la valeur demandée, que le prix demandé. Les prix d'aujourd'hui par rapport à 2020, le marché à cause du COVID a vraiment explosé. La demande était très forte. C'est sûr que les marchés bord de l'eau sont rendus élevés. Les prix sont vraiment élevés en 2023. Là. Fait qu'aujourd'hui, je vous présente une propriété directement bornée au bord du lac Blanc. Comme je disais, on dit chalet. Mais pour eux, c'est leur résidence principale. On a une résidence ici, en tout, avec le garage de 5000 pieds carrés. Bonjour, bienvenue Charles. Après ça, on a la magnifique cuisine à air ouvert.
Donc, au rez-de-chaussée, on a une chambre, c'est la chambre des maîtres. Une très belle grande chambre. Ben, je ne veux pas m'avancer sur le prix, la valeur exacte de la propriété d'ici que vous allez voir aujourd'hui. Par contre, je peux vous dire qu'autour du lac Blanc, aujourd'hui on est au lac Blanc, et autour du lac Blanc, les propriétés là, en bas de 400 000, 500 000, ils sont très rares. Ils sont vraiment rares. Ils vont en avoir, mais c'est des propriétés qui vont demander quand même beaucoup de travail ou selon l'emplacement, ou c'est des genres de propriétés qui vont être vraiment plus 3 saisons qui n'ont pas été rénovées au fil des années. Là. Pour vous dire, il s'est vendu des terrains ici autour du lac. Les derniers terrains se sont vendus jusqu'à près de 300 000 du terrain. En fait, 250 000 plus taxes. Là-dessus, on n'a pas d'égout, on n'a pas d'eau, on n'a pas de chemin. Alors, on tombe dans près de 300 000 là, avant de commencer à construire. Là. Je vais employer le mot chalet, mais je veux comprendre que c'est vraiment des propriétés qu'on peut habiter à l'année maintenant. Par rapport à avant, que c'était souvent des propriétés 3 saisons. Qui va acheter ces propriétés-là? Souvent, c'est des gens retraités qui ont quand même bien réussi parce qu'on s'entend que les valeurs sont très élevées. Des fois, c'est des jeunes couples ou bien des couples qui sont déjà à leur compte depuis plusieurs années, Des fois, c'est des gens qui peuvent avoir irrité. Il y a toutes sortes de monde. Hein? Mais c'est sûr que ça prend des reins solides pour pouvoir juste assumer les taxes municipales et scolaires, exemple. Et le chauffage d'une propriété comme ça prend quand même de base les reins quand même assez solides pour le supporter. Depuis la COVID, dans les secteurs là, éloignés un peu là, de Québec, les valeurs ont vraiment beaucoup monté aussi. Là, vraiment, même très impressionnant par rapport là, au marché de 3 ans. Vraiment surprenant. Par rapport à 10 ans, c'est pas du tout les mêmes prix, malgré que le marché a monté. Mais particulièrement, les secteurs éloignés, ils ont quand même pris beaucoup de valeur. Parce que, tu sais, des maisons sur des terres agricoles, sur des grands terrains, dans des rangs, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, là. C'est des fermettes. C'est recherché, mais il n'y en a pas. Il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. Des gens de la ville qui veulent s'emmener à la campagne, sur un grand terrain, faire ses petites affaires, son petit jardin, bien, c'est plus dur à trouver. Il y en a, mais ils sont plus durs à trouver. Quand on parle des secteurs éloignés, mettons, là, je longe la Mauricie, là, Rivière-à-Pierre, Saint-Hubert, Saint-Casimir, les secteurs éloignés de Québec, on a vraiment vu une hausse de la valeur des propriétés qui ont explosé justement à cause du COVID. Là. Comme je mentionnais, c'est que le Québec, à Québec et en banlieue, le prix a tout explosé partout en fait. Notre jeunesse qui s'en vient, là, on s'entend que ça vient un peu plus... la vie s'est resserrée beaucoup, ça vient quasiment inquiétant, mais moi je pense que les prix vont continuer à monter, mais pas au même rythme que les 3 dernières années. C'est sûr que ça va toujours monter, parce que moi, ça fait 15 ans que je suis courtier, j'ai jamais vu en 16 ans le marché baisser en valeur. Mais c'est sûr que les nouveaux acheteurs qui veulent acheter une nouvelle propriété, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, comme il y a les SCHL, quand on fait un emprunt, on peut y aller avec 5 % de comptant. C'est sûr qu'il faut toujours être éligible aussi là, aux normes de l'institution bancaire. Le taux d'intérêt est haut, mais malgré que le taux d'intérêt soit élevé, on a quand même beaucoup de demandes et beaucoup de transactions qui se font, même en 2023. Il y a beaucoup de transactions quand même immobilières là, qui se font, là, malgré la hausse des taux qui n'arrête pas encore. Il ne faut pas nécessairement attendre pour dire que le taux va baisser. Quand quelqu'un est prêt à acheter une propriété, c'est vraiment de dire qu'il faut qu'il fonce puis de se rendre au bout de son projet, au bout de son rêve. Aujourd'hui, c'est pas évident de trouver un endroit qu'on peut acheter une propriété pour en faire de la location. Exemple, comme ici au Lac-Blanc, c'est impossible. La location est permise 30 jours et plus, mais je ne pourrais pas acheter une maison d'une propriété demain matin ici autour du lac puis dire, moi, je veux la louer 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est pas possible. C'est un règlement municipal, puis je vais dire, dans pas mal toute la MRC de Portneuf, c'est comme ça. Même dans la Mauricie, là, dans Lac-aux-Sarts, par exemple, Notre-Dame, les municipalités voisines ici, avant, ces normes-là étaient beaucoup moins strictes. Qu'est-ce que les gens trouvent un peu plus plate, en fait, ce que l'expression, c'est que, mettons, quelqu'un qui n'est pas capable d'acheter une résidence secondaire, mais qui pourrait en acheter une, puis qui pourrait louer un certain nombre de mois dans l'année, bien, ça vient faire ses frais. C'est ça qui est intéressant pour des gens qui veulent une résidence secondaire, mais ils ne peuvent pas se permettre de la payer seule, en fait. Fait que quand que les gens louent, si les gens pourraient louer 10-15 semaines par année, bien, on se cache pas que ça lui fait un beau revenu, puis bien, c'est plus facile d'absorber les coûts et tout là, qui ont en lien avec ça. Parce qu'il faut faire attention, tu sais, je suis pas contre ça, puis je suis pas d'accord. Parce qu'exemple, qu'une propriété comme ici, que le voisin loue à tous les fins de semaine son chalet, puis qu'ils sont 10, 12, 15 chez le voisin, qu'à toi, tu payes des taxes puis tu as acheté une propriété bord de l'eau pour être tranquille, bien, c'est moins évident.
Cinéaste de Saint-Casimir, il a réalisé un film nommé « On mérite mieux que ça ». Monsieur Carpentier, bonsoir. Bonsoir, M. Julien. Merci d'être des nôtres ce soir, M. Carpentier. Bon, le film « On mérite mieux que ça », je voulais en faire la lecture du synopsis, mais je pense que avoir le créateur avec moi ce soir, c'est mieux pour pouvoir en parler. Qu'est-ce que c'est que ce film-là? Bien, c'est une idée qui m'est venue en 2019, puis que j'avais commencé un peu à explorer des pistes, parce qu'on sait comment il y a de la maltraitance, puis de l'abus des aînés. Puis en cours de route, avec qu'est-ce qu'on connaît, la pandémie, puis tout ça, bien là, ça a été un peu modifié là, au niveau du scénario. Mais dans le fond, c'est un peu, on suit un chien, un aîné de 15 ans, un Labrador Retriever. On est dans sa tête, dans le fond. Et c'est M. Marcel Sabourin qui fait la voix de Zorro. Okay. Et on le suit, qui nous amène vers des histoires d'abus d'aînés. Puis j'ai 5 thèmes. Au début, je devais faire comme 5 capsules différentes d'à peu près 4 minutes. Puis en cours de route, je me suis rendu compte que beaucoup, des fois, les thèmes, ils se recoupent dans un même abus. Donc, on a psychologique, physique, sexuelle, alimentaire et financier. Donc, okay. Dans mon film, ce que j'ai fait, j'ai créé, c'est une fiction, parce que c'est tout c'est pas leurs vraies histoires, là. C'est vraiment tous des gens bénévoles qui ont accepté, autant des aînés, des adultes, des adolescentes qui ont accepté des animaux, un cheval, puis ça, puis le chien. Donc, qui ont tout accepté de faire partie de ce projet-là. Donc, on entre dans j'ai créé des petites histoires, dans le fond, qui peuvent arriver n'importe où. Puis, j'ai fait une projection privée à des gens, des partenaires. Cette semaine, en oui, fait, mardi, c'est ça. Et on me dit, ben écoute, ça, on pense que c'est vrai. Donc, je pense que ma manière d'approcher ça, en faisant une fiction, je ne vais pas faire de documentaire, je vais vraiment aller vers la fiction, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé en fiction dans ma vie. Puis c'était ça mon but, ça de faire des fictions. Donc, il n'y a pas on ne touche pas à personne précis en particulier qui pourrait après avoir des... Monsieur Carpentier, oui. Une image vaut 1000 mots. Oui. J'aimerais ça qu'on ait justement à l'extrait qu'on a sélectionné. Ça, c'est justement les images avec le chien dont vous me parliez. Ça. Zorro, oui. Mais par contre, on a un extrait avec certaines situations, des mises en scène. J'aimerais ça, donc, qu'on passe au deuxième extrait à la régie pour qu'on puisse voir justement ces images-là. Alors, dans quelques instants, on va voir cet extrait. Allô, Paul? C'est Alain à l'épicerie. Oui, ça va, merci. Ça fait longtemps que t'as pas été voir ta mère. Tu devrais checker si elle mange correct. Ouf, Maria! Elle est vraiment chaud, cette Ah ouais, ben je bouge pas beaucoup, hein. Sont où mes saucisses? Ils sont ici, là, juste là. OK, puis mes patates, mes belles patates. Pas, là. C'est ce que je mange chez nous. Puis si vous êtes pas contente, OK, trouvez-vous quelqu'un d'autre pour faire vos commissions. Non. Donc, la situation des abus chez les aînés, c'est ce que vous avez fait dans votre film. Pourquoi vous avez choisi de passer par le vieux Labrador Zorro pour parler de ces histoires-là? Bien, ça, c'est un peu une longue histoire parce qu'au début, c'était mes parents, les 2 personnes qu'on voit à un moment donné sur un banc puis qu'on voit dans l'affiche d'ailleurs. Puis avec la pandémie, en cours de route aussi, ils ont eu des problèmes de santé, puis ils sont décédés en 2022 à 6 semaines d'intervalle. Donc, condoléances. Je ne pouvais pas, mais merci. Donc, je ne pouvais pas terminer mon film. Je m'étais gardé des scènes avec eux en nombre chinoise, qu'on les aurait entendus. Mais en même temps, c'est comme si dans ma tête, ils m'ont parlé, puis ils m'ont dit, écoute, finis-le ton film comme tu penses. Puis j'ai souvent tourné avec Zorro. On le voit là, avec l'été avec le gazon, l'hiver avec la glace, le printemps, différentes saisons. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'il y a aussi beaucoup de maltraitance puis d'abus pour les animaux de compagnie. On le sait, avec la pandémie, les gens, ils allaient chercher un petit chien, un petit chat. Il n'y avait plus rien dans les endroits SPA puis tout ça. Puis après ça, ils les laissaient sur le bord du chemin. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, comme un peu un 6e thème, dans le fond, amener le volet... Bien, les animaux de compagnie, quand ils sont plus en fin de vie ou quand ils sont rendus, disons, aînés, un Labrador de 15 ans, on s'entend que c'est un vieillard. Donc, comment c'est ça que c'est venu l'idée. Et aussi, je me suis associé avec une jeune cinéaste française qui vit au Québec. Puis là, elle m'a amené comme toutes d'autres couleurs, d'autres manières. Elle voyait mon pré-montage, mes images.
différemment de comment moi je le voyais, puis mon scénario aussi. Puis là, ben ensemble, on s'est dit, ben, hey, on va aller vers là. Et là, quand j'ai voulu avoir une voix pour l'animal, ben là, j'ai pensé à M. Sabourin, puis je me disais, si quelqu'un peut rendre ça vraiment crédible, c'est Marcel Sabourin. Oui. Fait que, donc, je pense en tout cas que les gens qui l'ont vu, hein, ils ont dit, wow, ça passe vraiment bien, là. Et on n'est pas, c'est pas du lip-sync. On est vraiment dans la tête, dans les pensées du chien. Donc, on le suit, mais en découpé d'histoires non vécues, de fiction, mais qui pourraient être vécues. Vous dites que c'est des fictions, mais j'imagine qu'il y a quand même un message dans ce film-là là, que vous voulez transmettre. Pouvez-vous nous parler du message? Ben, pas bien, parce que c'est la conclusion. Mais je peux juste vous dire que souvent, les aînés, oui, il y a de l'abus, mais c'est aussi qu'on on vient pas près d'eux autres. T'sais, on va pas, mettons, leur offrir un repas ou de quoi, vraiment être prêt, leur rendre des services, mais pour eux, pas pour toi, mettons, parce que tu vas aller faire l'épicerie, tu veux avoir de l'argent dans tes poches, fait que tu leur demandes plus pour, tu les achètes des affaires de base, puis le reste, c'est pas pour abuser d'eux autres. Vraiment faire de quoi pour s'en approcher, faire des activités pour être plus près d'eux. Puis, naturellement, ben tu sais, il faut, je pense, puis on va le voir dans le film, on le voit dans la conclusion, mais je ne veux pas vous le dire, je veux que vous le voyez. Donc, le 1er octobre à Saint-Casimir, à l'Hôtel de Ville, c'est gratuit. C'est dans le cadre des Journées de la culture et de l'année internationale, la Journée internationale des aînés au niveau de l'ONU. Donc, il va y avoir aussi des intervenants après le film qui vont échanger avec le public. Puis on sait que les jeunes ont besoin de changer. Puis c'est sur les aînés, mais c'est pour ça que moi j'ai voulu, c'est vraiment intergénérationnel. Moi j'ai voulu dans mon film mettre des ados, mettre des adultes pour vraiment montrer que c'est toute pas notre génération, mais la population en général, notre peuple dans le fond, à tous les niveaux qui ont des problèmes. Puis si tu n'intègres pas tes aînés dans la vie quotidienne, dans les actions, c'est eux qui ont le savoir souvent, qui ont, même la sagesse, des fois, dans certains cas, plus vieux que moi, par contre, moi, je ne suis pas encore sage, mais dans les plus âgés, eux, ils ont quand même des choses à nous apporter, comme on pense à la transmission de savoir, les métiers, tout ça. Mais là, souvent, on va les stationner quelque part, puis sont en fin de vie, ça n'a pas de sens, ça. Fait que c'est un peu ça que je voulais faire sensibiliser les gens à ça. Alors, on invite les gens à venir à Saint-Casimir le 1er octobre pour visionner votre film. On mérite mieux que ça. Oui. Monsieur Carpentier, le temps file. Je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au retour de la pause, on a une entrevue avec celui qui s'est occupé de l'expo de Donnacona. Restez des nôtres. C'est quoi le plan? On bouge? Ce matin, je me suis dirigé à Donnacona pour parler avec celui qui s'est occupé de l'expo de Donnacona, M. Simon Langlois, lui qui, justement, s'est entretenu avec nous. On écoute cette entrevue. Ici Danick Julien, journaliste. Je suis présentement avec Simon Langlois, copromoteur de l'expo de Donnacona qui a eu lieu du 7 au 10 septembre dernier. Bonjour, M. Langlois. Bonjour, Danick, ça va bien? Oui, merci de nous accueillir aujourd'hui pour parler de l'expo qui, somme toute, a été phénoménale pour cette 54e édition. Pouvez-vous nous parler un peu des succès de cette 54e édition de l'expo de Donnacona? Ben oui, pas de problème. En fait, on commence toujours une édition en se disant on va être capable de battre les chiffres, de battre notre année dernière parce que c'était quand même
même un record de tous les temps qu'on avait eu l'année passée. On avait eu un gros step entre l'édition 2019. Après ça, il y avait eu une pause 2020-2021 avec la COVID. Puis quand on est embarqué en 2022, l'année passée, on avait battu les chiffres de pratiquement x2. Fait qu'on était un petit peu nerveux avant de commencer l'édition de cette année. Finalement, la température ne semblait pas trop de notre côté non plus avant le début de l'édition. Puis on est arrivé pendant l'événement qu'il a fait beau jeudi, vendredi, samedi, dimanche un peu plus maussade. On avait d'excellents artistes, tout ça. Ça a fait en sorte que finalement, avec la pub qu'on a mis, tout ça, on a été capable de créer un événement puis battre tous les records de 2022. Fait qu'on est vraiment fiers de ça. Oui, parce que là, il y a eu un article dans le Courrier de Portneuf là, qui dit on a battu les records au bar, d'affluence générale, mais aussi affluence au spectacle. Précisément, la journée du samedi qui a été phénoménale. Parlez-nous peut-être un peu plus précisément de cette journée en fait, oui, c'est ça. Le samedi, ça a été la plus grosse journée à vie de l'Expo d'Anacona. Autant dans les manèges, les bars, spectacles, tout ça, ça a été la plus grosse journée de l'histoire de l'Expo. Fait que c'est quand même 54 ans de record. On est particulièrement fiers de cette journée-là parce que, ça s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Il a passé du monde en fou. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment le fun. Tout le monde était heureux. Un petit peu d'attente dans les manèges, là, on ne se le cachera pas. Là. Il y a eu un petit peu d'attente plus qu'on l'aurait désiré. Mais quand même, somme toute, là, moi, personnellement, mes enfants sont allés puis ont été capables de faire quand même beaucoup de manèges dans la journée. Fait que ça a été vraiment, vraiment une belle journée qui s'est closée, qui s'est terminée par un spectacle mythique et incroyable de Claude Dubois, là, honnêtement. Là. C'est celui qu'on se fait le plus parler depuis la fin de l'édition. Tout le monde qui était présent au spectacle ont juste capoté. Là. En tant que promoteur, comment on fait pour aller chercher des artistes de renommée au Québec comme ça? Ça faisait longtemps qu'on voulait Claude Dubois. Ça faisait longtemps qu'on lui parlait. Ça a donné comme plus ou moins par le passé. Finalement, cette année, les astres étaient alignés pour que, il n'y avait pas de spectacle, il était disponible, ça cadrait dans nos budgets. On avait un bel échange avec l'équipe de Claude Dubois, puis finalement, ça a fonctionné pour lui, autant pour Garou aussi le vendredi soir. Là, fait qu'on a été chanceux d'avoir ces deux spectacles-là. Ces deux gros noms, là. Garou également, vendredi. Je pense aussi à l'hommage à Pink Floyd le exact, jeudi. Oui. Niveau musique, là, les gens ont été comblés. Oui, vraiment. Puis des styles musicaux quand même différents. Fait que c'était quand même vraiment intéressant comme programmation. Chaque année, on essaie toujours de prendre les meilleurs artistes disponibles. Fait que c'est vraiment... On prend pas parmi tous les artistes du Québec, on en choisit 3, puis c'est ces 3-là qu'on prend. Des années, c'est plus facile, d'autres années, c'est plus difficile. Cette année, on a été chanceux quand même dans les artistes qu'on a eus. Ça nous a donné toute qu'une belle programmation. Et justement, niveau logistique pour que cette programmation-là prenne place, que ce soit fluide et que ce soit bien sur le site, j'imagine qu'il y a du travail à faire. Je pense que c'est plus d'une 50aine de personnes sur le site en même temps qui aident à... Effectivement, on a quand même plusieurs personnes qui viennent nous aider pendant la fin de semaine là, qui travaillent avec nous. On a des sous-traitants, évidemment, en sécurité, tout ça, qui viennent, plus nos employés à nous. Fait que, effectivement, par jour, on a à peu près 50-60 personnes qui travaillent avec nous autres. Fait que, c'est bien le fun. C'est quelque chose quand même. Et pour la recette, là, on a fait 54 éditions, 55e qui arrive. Et comme vous l'avez dit, l'après-COVID a été bénéfique parce qu'on bat des records. Comment qu'on fait pour reproduire un succès comme ça l'an prochain? Il ne faut pas perdre nos lignes directrices. Fait que c'est sûr que l'Expo d'Anacona, on a quand même des forces qu'on va garder, que ce soit les manèges, nos kiosques d'exposants, les spectacles, mais surtout, c'est l'entrée stationnement gratuit. L'entrée gratuite, c'est ce qu'on martèle comme message, puis c'est ce qu'on ne perdra pas. Fait que je vous dirais que si on garde nos lignes directrices comme ça, on voit que les gens adorent l'événement, on voit que les gens nous donnent des bonnes critiques, sont contents d'être là, puis en plus, ils ne déboursent pas un sou. Fait que, en 2023, c'est quand même rare un événement gratuit, un festival gratuit. Oui. Puis on est fiers de ça, puis c'est quelque chose qu'on veut continuer dans le futur. Et l'accès gratuit, justement, ça fonctionne pour toute la programmation, là, autant les spectacles de musique. Et comme vous l'avez dit, c'est de plus en plus rare. Et même un événement avec des manèges, on en voit de moins en moins au Québec. Donc, votre organisation a été capable de tirer un peu son épingle du jeu, là, Effectivement, c'est sûr que, tu sais, mettons, on a vu par le passé les différentes expos. Ça a pratiquement tout tombé. Oui. Fait qu'on demeure pratiquement seul, dans le fond, dans le créneau qu'on a présentement.
On poursuit donc notre bulletin d'information. Nous sommes à la fin d'Info CJSR. Rapidement, on veut vous inviter lundi à 19h au cinéma Alouette. C'est gratuit pour le premier match d'improvisation qui est télévisé, donc qui est organisé conjointement par le cinéma Alouette et CJSR. Et là-dessus, moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci à Carole, Tony, Luc, Charles, Christian et Suzy pour leur aide et nos invités également. Mon nom, c'est Danick Julien. Bonne soirée.